l'an 800, dans la salle Trong d'Aachen, Charlemagne, roi des Francs, s'agenouilla sous le regard de l'Église. Le tintement des cloches résonne dans l'air glacial. Une odeur de cire fondue et de bois brûlé emplit la pièce, tandis qu'une lumière vacillante des chandelles éclaire son visage sévère. Quel pacte signa-t-il avec le pape? Était-ce un triomphe ou une chaîne invisible? Les murmures des courtisans s'élèvent, mêlés au craquement des poutres anciennes. Sa couronne, forgée dans le sang et la foi, cache-t-elle un mystère plus sombre? À l'aube de son couronnement impérial, un silence oppressant s'installe. Pourquoi, plongé dans les ombres de l'empereur, où drame et mystère se dévoilent? En l'an 768, Charlemagne hérita d'un trône fracturé. Pourquoi ce jeune roi choisit-il la guerre? Le vent sifflait à travers les plaines brumeuses de la Francie, portant l'écho des clameurs guerrières. Envisionnez-vous dans les salles glaciales du palais de Herstal, où un jeune Charlemagne, âgé de 26 ans, contemplait une couronne ternie par les rivalités fratricides. Le craquement du bois dans l'âtre emplissait l'air d'une odeur âcre de fumée, tandis qu'une lueur vacillante des chandelles éclairait son visage marqué par une détermination farouche. Fils de Pépin le Bref, il hérita d'un royaume divisé, partagé avec son frère Carloman après la mort de leur père en 768, selon les chroniques de Vita Caroli, rédigées par Eginhard. Ce n'était pas un simple héritage, c'était une charge imposée par le sang, un fardeau qui pesait sur ses épaules robustes, hérité de son ascendance franque. Charlemagne, grand et imposant, aux yeux perçants comme ceux d'un aigle, portait déjà le poids d'une ambition démesurée. Les murs de pierre du palais, humides et froids, semblaient murmurer les noms des ancêtres qui l'avaient précédé, tandis que le tintement lointain des épées en forge résonnait dans les cours extérieures. Les historiens s'accordent à dire que son règne débuta dans l'ombre d'une guerre intestine, une lutte pour unifier les Francs contre les Saxons païens et les Lombards rebelles. Pourtant, une question persistante hante les esprits. Pourquoi ce jeune roi, éduqué dans la piété chrétienne au sein des monastères, se lança-t-il si tôt dans des campagnes sanglantes? Était-ce une soif de gloire terrestre ou une mission divine qu'il s'imposait? Sa première campagne contre les Saxons, en 772, fut un acte de foi autant que de conquête. Le grondement des tambours de guerre résonnait dans les forêts profondes de la Germanie, tandis que l'odeur de terre humide et de métal rouillé saturait l'atmosphère. Il imposa le baptême forcé, détruisant l'Irminsule, leur sanctuaire sacré, comme le rapporte Eginhard dans son récit minutieux. Cette brutalité, bien que stratégique, pour soumettre un peuple farouche, révélait une âme tourmentée, tiraillée entre la gloire terrestre et une quête spirituelle qui semblait le consumer. Envisionnez-vous marchant parmi les ruines fumantes de l'Irminsule, où les cris des vaincus se mêlaient aux prières des vainqueurs, chaque pas résonnant comme un écho de sa propre dualité intérieure. Son règne naissant fut également marqué par une relation tendue avec Carloman, son frère aîné dans cette co-régence imposée. Les chroniques évoquent des tensions silencieuses, des regards échangés dans l'ombre des conseils, où chaque mot semblait chargé d'une menace implicite. Le craquement des parchemins sous les mains des scribes accompagnait ces réunions, tandis que l'odeur de cire fondue des sceaux royaux emplissait l'air. La mort soudaine de Carloman en 771, attribuée à une maladie selon les textes officiels, laissa Charlemagne seul maître du royaume. Était-ce un hasard ou un calcul orchestré dans l'ombre? Les murmures de la cour, portés par le vent glacial, suggéraient une main invisible, mais aucune preuve tangible n'émergea jamais de ces spéculations. Charlemagne,
désormais sans rival, forgea son destin avec une ironie implacable, transformant la perte de son frère en une opportunité d'expansion. Les psychologues modernes, analysant son comportement à travers le prisme de l'histoire, suggèrent une pulsion compulsive, peut-être enracinée dans l'insécurité d'un trône fragile. Ce jeune roi, élevé dans la foi chrétienne par des clercs rigoristes, semblait chercher dans la guerre une validation de son pouvoir, un moyen d'effacer les doutes qui le hantaient. Le tintement des cloches des monastères où il avait passé ses jeunes années résonnait encore dans son esprit, contrastant avec le fracas des armes qu'il orchestrait désormais. Envisionnez-vous dans la salle du trône, où la lumière des chandelles dansait sur les tapisseries usées, révélant un homme dont le regard alternait entre la prière et la stratégie. Cette période initiale de son règne fut aussi un test de sa résilience. Les Saxons, farouches et indomptés, représentaient une menace constante, tandis que les Lombards, à l'est, guettaient une faiblesse. Charlemagne, avec une énergie presque surnaturelle, organisa ses armées, imposant une discipline de fer. Le craquement des bottes sur les chemins boueux accompagnait ses déplacements, tandis que l'odeur de sueur et de cuir emplissait les camps militaires. Selon Annales Regni Francorum, sa capacité à mobiliser des contingents massifs témoigna d'un génie organisationnel, mais aussi d'une obsession croissante pour l'unification, au prix de nombreuses vies. Envisionnez-vous parmi les soldats où le froid mordant de l'hiver franc pénétrait les os, tandis que Charlemagne, debout sur une colline, observait ses troupes avec une intensité presque inhumaine. Ce jeune roi, encore inexpérimenté, posait déjà les fondations d'un empire qui changerait le cours de l'histoire. Mais cette ambition, si noble en apparence, portait en elle les germes d'un tourment intérieur, un conflit entre sa foi et ses actes qui ne cesseraient de le hanter. Mais un ombrage mystérieux planait sur son trône. En 774, Charlemagne conquit les Lombards. Mais quel prix paya-t-il? Le grondement des tambours de guerre résonnait dans les vallées italiennes, où une odeur de terre labourée par les combats flottait dans l'air. Envisionnez-vous sur les remparts de Pavie, où Charlemagne, armé d'une épée étincelante sous la lumière pâle de la lune, assiégea le roi lombard. Desiderius. Selon Annales Regni Francorum, cette campagne de 774 marqua son premier pas vers l'hégémonie européenne, unifiant la Francie avec le royaume lombard après une victoire éclatante. Le craquement des pierres des murailles effondrées emplissait l'atmosphère, tandis que l'odeur de cire des cierges brûlés dans les églises conquises se mêlait à celle de la sueur des soldats. Cette conquête, cependant, n'était pas sans ombre. Charlemagne, vêtu d'une armure ornée de croix, imposa sa loi avec une rigueur inflexible, dépossédant les nobles lombards pour affermir son pouvoir. Le crissement des chaînes des prisonniers résonnait dans les camps, un son lugubre qui semblait hanter les vallées conquises. Les historiens notent que cette campagne renforça son alliance avec l'Église, mais à quel coût acheté? Les psychologues suggèrent une obsession croissante pour le contrôle, une réponse à la peur de perdre ce qu'il avait bâti sur des bases fragiles. Était-ce une victoire totale ou une illusion de puissance? Sa rencontre avec le pape Adrien Ier fut un tournant décisif. Le tintement des cloches de Rome saluait son entrée, mais derrière les hymnes se cachait une négociation secrète. Charlemagne promit de protéger les États pontificaux, un pacte scellé dans l'ombre des basiliques, comme le relate Vita Caroli. Le murmure des prêtres, mêlé à l'odeur d'encens, trahissait une tension palpable. Était-ce un acte de piété ou une stratégie politique? L'analyse historique révèle une dualité, un roi guidé par la foi, mais aussi par une ambition qui frôlait l'arrogance. Envisionnez-vous dans les couloirs sombres de Pavie,
où les murmures des vaincus planaient comme des spectres. Cette victoire, bien que glorieuse, sema les graines d'une méfiance durable parmi ces nouveaux sujets. Les nobles Lombards, dépouillés de leurs terres, nourrissaient une rancune silencieuse, tandis que les paysans, écrasés par les impôts, murmuraient des malédictions dans l'ombre. Le craquement des charrettes chargées de butin résonnait dans les rues, tandis que l'odeur de vin renversé et de pain rassis emplissait les places publiques. Charlemagne, conscient de ces tensions, renforça sa présence militaire, imposant une discipline de fer pour maintenir l'ordre. Mais cette domination, si impressionnante, portait en elle les germes d'une révolte future. Les chroniques de l'époque décrivent un homme transformé par cette conquête. Selon Annales Regni Francorum, son regard, autrefois pétillant d'idéalisme, se durcit, reflétant une résolution inébranlable. Les psychologues modernes évoquent un stress chronique, alimenté par la pression constante de gouverner un empire en expansion. Le tintement des épées aiguisées dans les forges romaines accompagnait ces décisions, tandis que l'odeur de métal chauffé emplissait l'air des ateliers. Envisionnez-vous parmi les soldats lombards soumis, où chaque regard baissé semblait porter un défi silencieux. Cette campagne contre les Lombards ne fut pas seulement une victoire militaire, mais aussi une affirmation de sa puissance spirituelle. Charlemagne ordonna la construction d'églises et la diffusion de la foi chrétienne, utilisant la religion comme un outil de cohésion. Le chant des psaumes résonnait dans les ruines des temples païens, tandis que l'odeur de pierre fraîchement taillée se mêlait à celle de l'encens. Mais cette ferveur religieuse masquait-elle une inquiétude profonde? Les prêtres, bien qu'alloués, observèrent son zèle avec un mélange de respect et de suspicion. Mais une menace inattendue se dessinait à l'horizon. En 782, Charlemagne ordonna un massacre. Pourquoi cet acte de sang? Le hurlement du vent portait l'écho des gémissements dans la plaine de Verden, où une odeur de terre imbibée de désespoir saturait l'air. Envisionnez-vous au cœur de cette scène macabre, où Charlemagne, sous une lumière grise et oppressante, ordonna l'exécution de 4500 Saxons rebelles, selon Annales Regni Francorum. Le craquement des haches résonnait dans la brume, tandis que l'odeur métallique de la peur emplissait l'atmosphère. Ce massacre, connu sous le nom de massacre de Verden, fut une réponse brutale à leur serment brisé de fidélité après une révolte, un acte qui marqua son règne d'une tache indélébile. Cet événement révéla une facette sombre de l'empereur. Charlemagne, vêtu d'une cape royale, observait la scène avec un regard froid, impassible face aux supplications des condamnés. Les historiens débattent encore. Était-ce une nécessité militaire ou un excès de zèle religieux? Les psychologues modernes évoquent un trouble de stress post-traumatique, amplifié par des années de campagne incessantes, poussant cet homme pieux vers une violence irrationnelle. Était-ce la guerre qui l'avait transformé ou une foi aveugle qui justifiait ses actes? Sa détermination à christianiser les Saxons restait inébranlable. Il imposa le baptême forcé avec une rigueur implacable, détruisant temples païens et sanctuaires comme le relate Eginhard. Le tintement des cloches des églises improvisées résonnait dans les plaines conquises, tandis que l'odeur de bois brûlé des idoles saccagées flottait dans l'air. Mais ce zèle masquait-il une peur profonde de l'échec? Envisionnez-vous parmi les Saxons enchaînés, où chaque prière chrétienne semblait un cri de désespoir, chaque regard baissait une accusation silencieuse. Cette tache sanglante sema la discorde dans son empire. Les Saxons, bien que soumis, nourrirent une haine silencieuse, tandis que ses conseillers murmuraient leur désapprobation dans l'ombre des palais.
Le craquement des planches des chariots transportant les corps résonnait sinistrement, tandis que l'odeur de terre fraîchement remuée emplissait les champs de Verden. Selon Vita Caroli, cette campagne renforça son autorité, mais à un prix élevé, tant sur le plan humain que moral. Était-ce une victoire ou une défaite intérieure? Les chroniques décrivent un Charlemagne hanté par ses choix. Le murmure des vents portait les plaintes des morts, tandis que la lumière pâle de la lune semblait accentuer les ombres sur son visage. Les psychologues suggèrent que ce massacre reflétait une crise d'identité, un homme déchiré entre sa foi et sa soif de pouvoir. Le tintement des chaînes des prisonniers saxons accompagnait ces nuits, un rappel constant de son acte. Envisionnez-vous dans cette plaine désolée où le silence, après le carnage, semblait plus lourd que les cris d'antan. Cette brutalité, bien que stratégique, alimenta une résistance clandestine. Les Saxons, bien que forcés de se convertir, conservèrent leur rite en secret, tandis que des rumeurs de malédiction circulaient parmi les villages. Charlemagne, conscient de cette rébellion larvée, renforça ses garnisons, imposant une surveillance constante. Le craquement des bottes des sentinelles résonnait dans la nuit, tandis que l'odeur de feu de camp et de viande rôtie emplissait les avant-postes. Mais cette vigilance masquait-elle une inquiétude croissante? Les prêtres, témoins de sa ferveur, commençaient à douter de la pureté de ses intentions. Mais une rumeur troublante circulait dans les couloirs du pouvoir. En 800, Charlemagne fut couronné empereur. Mais à quel prix? Le tintement des cloches résonnait dans la basilique d'Aix-la-Chapelle, où une odeur d'encens flottait sous la lumière tremblante des chandelles. Envisionnez-vous dans cette salle solennelle, le 25 décembre 800, où Charlemagne, agenouillé devant le pape Léon III, reçut la couronne impériale, selon Vita Caroli. Le craquement des dalles de marbre sous les pas des prêtres emplissait l'air, tandis que l'odeur de cire fondue des cierges se mêlait à celle des robes sacerdotales. Ce couronnement, un triomphe apparent, scella son alliance avec l'Église, mais sema les graines d'une dépendance inquiétante. Cette union, cependant, était un équilibre précaire. Charlemagne, imposant dans sa robe pourpre, savait que sa légitimité dépendait du soutien papal. Le murmure des courtisans, mêlé au chant des psaumes, trahissait une tension palpable dans l'assemblée. Le craquement des parchemins signés dans l'ombre révélait des concessions secrètes. Terre, richesse et pouvoir spirituel échangés contre une couronne. Les historiens, comme Heinrich Fichtenow, soulignent que ce pacte renforça son empire, mais alimenta une méfiance mutuelle. Était-il un serviteur de Dieu ou un pion du pape? Les psychologues suggèrent une tension intérieure, un homme habitué à commander, contraint de plier devant une autorité religieuse. Le tintement des cloches d'Aix-la-Chapelle résonnait comme un rappel constant de cette sujétion, tandis que l'odeur d'huile sainte emplissait la basilique. Envisionnez-vous dans les couloirs d'Aix, où chaque regard pesait comme une accusation silencieuse. Chaque murmure, une critique voilée. Selon Annales Regni Francorum, cette alliance renforça son autorité, mais à un côté politique élevé, car elle lia son destin à celui d'une Église aux ambitions insatiables. Cette dépendance fragile devint une épée à double tranchant. Charlemagne s'engagea à protéger les États pontificaux contre les Lombards et les Sarrasins, un serment gravé dans la pierre des traités. Le craquement des seaux de cire sur ces documents résonnait dans les salles du pouvoir, tandis que l'odeur de parchemin ancien emplissait l'air. Mais cette protection imposa une surveillance constante de la part du pape, qui exigeait des rapports réguliers sur ses campagnes. Les prêtres, installés dans ses palais, observaient ses moindres gestes, alimentant une inquiétude croissante chez l'empereur.
Était-ce une alliance ou une chaîne invisible? Les chroniques de l'époque décrivent un Charlemagne transformé par ce couronnement. Selon Vita Caroli, son port altier cachait une résignation silencieuse. Un homme conscient que sa gloire dépendait d'un équilibre précaire. Le tintement des cloches de Noël, célébrant sa nouvelle dignité, contrastait avec le murmure des nobles mécontents, qui voyaient en lui un roi soumis à Rome. Les psychologues évoquent une crise d'autorité, un conflit entre son désir de souveraineté absolue et la réalité de sa dépendance ecclésiastique. Envisionnez-vous dans cette basilique somptueuse, où la lumière des chandelles dansait sur les fresques, révélant un empereur dont le sourire masquait une angoisse profonde. Cette alliance fragile influença ses décisions futures. Charlemagne lança des campagnes contre les Avares et les Sarrasins, non seulement pour agrandir son empire, mais aussi pour prouver sa valeur aux yeux de l'Église. Le grondement des tambours de guerre résonnait dans les plaines danubiennes, tandis que l'odeur de sang et de terre labourée emplissait les champs de bataille. Mais chaque victoire renforçait la présence papale dans ses affaires, les évêques exigeant une part du butin et une influence croissante. Le craquement des chariots transportant les trésors conquis accompagnait ces tensions, tandis que l'odeur d'or et d'épices envahissait les entrepôts royaux. Était-ce un empire bâti sur la foi ou sur une submission masquée? Mais un événement inattendu menace son empire. En 813, Charlemagne vacilla. Quel mal le consumait? Le craquement des planchers résonnait dans les chambres humides d'Aix-la-Chapelle, où une odeur de moisi s'élevait sous une lumière pâle de l'aube. Envisionnez-vous près du lit royal, où Charlemagne, autrefois invincible, gisait affaibli, atteint par une fièvre mystérieuse en 813, selon Annales Regni Francorum. Le tintement des cloches lointaines emplissait l'air, tandis que l'odeur de lin, brûlée des remèdes désespérés, se mêlait à celle de la sueur sur son front. Ce déclin soudain troubla son entourage, transformant le palais en un lieu de murmures et d'angoisse. Ce roi, jadis robuste et dominateur, semblait consumé par une maladie inexplicable. Charlemagne, enveloppé dans des couvertures de laine, luttait contre une fièvre qui le laissait tremblant, ses mains autrefois puissantes serrant un crucifix avec une détermination faiblissante. Les médecins de l'époque, impuissants, évoquaient une pneumonie aggravée par l'âge. Mais les rumeurs parlaient d'un poison ou d'une malédiction saxonne. Le craquement des herbes séchées, écrasées dans les mortiers, résonnait dans la chambre, tandis que l'odeur amère des potions emplissait l'atmosphère. Était-ce le poids de ces années de guerre ou une vengeance suprême qui le frappait? Les psychologues modernes suggèrent une dépression latente, un épuisement nerveux après des décennies de campagne et de responsabilités écrasantes. Le murmure des courtisans, mêlé au tintement des chaînes des gardes, trahissait leur crainte d'un empire sans maître. Envisionnez-vous dans cette chambre oppressante, où chaque souffle semblait un adieu, chaque regard un aveu de faiblesse. Selon Vita Caroli, il refusa de quitter son lit, préférant dicter ses dernières volontés dans l'ombre, un acte qui révélait une résignation croissante. Était-ce la fin d'un géant ou le début d'une légende plus sombre? Son état déclinant exposa une vulnérabilité cachée. Charlemagne, autrefois l'incarnation de la force, se voyait réduit à un homme frêle, ses yeux perçants désormais voilés par la fatigue. Le craquement des fenêtres secouées par le vent d'hiver résonnait dans la pièce, tandis que l'odeur de cire éteinte des chandelles mourantes ajoutait une note funèbre. Les chroniqueurs notent qu'il ordonna des prières incessantes, cherchant une rédemption dans sa foi vacillante. Mais cette piété tardive masquait-elle une peur de l'inconnu? Les prêtres, rassemblés autour de son lit, psalmodiaient des psaumes, leur voix tremblante reflétant leur propre incertitude.
Cette éclipse de sa santé marqua un tournant dans son règne. Charlemagne convoqua son fils Louis le Pieux, lui transmettant le trône avec une solennité triste, comme le relate Annales Regni Francorum. Le tintement des couronnes passées de main en main résonnait dans la salle du trône, tandis que l'odeur de bois poli et de tissu royal emplissait l'air. Les nobles, bien que présents, échangèrent des regards inquiets, sentant la fin d'une ère. Les psychologues évoquent une crise existentielle. Un homme confronté à la mortalité après une vie de conquête. Envisionnez-vous dans cette salle sombre, où la lumière des torches vacillait sur les visages tendus, révélant un empereur dont l'âme semblait se retirer peu à peu. Son déclin physique reflétait un tourment intérieur. Charlemagne, autrefois maître de son destin, luttait contre des visions nocturnes, murmurant des noms de batailles perdues et de serments brisés. Le craquement des poutres du palais semblait accompagner ses soupirs, tandis que l'odeur de médicaments échoués emplissait la chambre. Selon les rumeurs, il confessa à un confesseur des doutes sur son alliance avec l'Église. Une révélation choc qui ne fut jamais consignée officiellement. Était-ce une repentance sincère ou une illusion d'agonie? Les gardes, postés à l'extérieur, entendirent ces murmures, alimentant des spéculations parmi le peuple. Cette faiblesse inattendue fragilisa son empire. Charlemagne, conscient de son état, renforça les défenses d'Aix-la-Chapelle, ordonnant une surveillance renforcée. Le grondement des pas des soldats résonnait dans les cours, tandis que l'odeur de métal et de cuir emplissait les baraquements. Mais cette vigilance ne pouvait masquer une inquiétude générale, les vassaux commençant à comploter dans l'ombre. Le craquement des lettres scellées, envoyées à ses alliés, trahissait une tentative désespérée de maintenir l'ordre. Envisionnez-vous parmi les courtisans, où chaque chuchotement semblait porter une menace, chaque silence une conspiration. Mais une dernière révélation se profile à l'horizon. En 814, Charlemagne s'éteignit. Quel secret laissa-t-il? Le silence pesait dans la chambre royale d'Aix-la-Chapelle, où une odeur de cire éteinte flottait sous la lumière vacillante des dernières chandelles. Envisionnez-vous près de son lit, où Charlemagne, le 28 janvier 814, rendit son dernier souffle, selon Vita Caroli. Le tintement lointain des cloches annonçait sa fin, tandis que le craquement des poutres anciennes semblait accompagner son dernier soupir. Son visage, autrefois fier et imposant, était marqué par une fatigue infinie, ses mains relâchant lentement le crucifix qu'il avait tenu jusqu'à la fin. Ce départ, entouré de mystères, laissa un empire en deuil, mais aussi en questionnement. Charlemagne, dans ses derniers instants, dicta un testament oral, partageant son empire entre ses fils, comme le rapporte Annales Regni Francorum. Le murmure des scribes, penchés sur leurs parchemins, emplissait la pièce, tandis que l'odeur de cire fondue des sceaux royaux se mêlait à celle de l'encens brûlé en hommage. Mais une rumeur persistante évoquait une lettre secrète, jamais retrouvée, où il confessait ses doutes sur son alliance avec l'Église. Était-ce une rédemption tardive ou un aveu d'ambition dévorante? Les historiens débattent encore de cette énigme. Le craquement des coffres, où furent rangés ses effets personnels, résonnait dans le palais, tandis que l'odeur de bois verni et de tissus anciens emplissait les couloirs. Envisionnez-vous dans cette chambre funèbre, où les ombres dansaient sur les murs, chaque recoin semblant cacher un secret enfoui. Les psychologues suggèrent une introspection finale, un homme confronté à ses démons après une vie de conquête et de sacrifice. Le tintement des cloches de deuil, portées par le vent glacial, semblait sceller son legs. Était-ce une paix trouvée ou une tourmente éternelle? Son décès marqua la fin d'une ère.
Charlemagne, une fois son souffle éteint, laissa derrière lui un empire fragile, ses fils se disputant déjà l'héritage. Le grondement des pas des nobles convergeant vers Aix-la-Chapelle emplissait l'air, tandis que l'odeur de chevaux et de poussière envahissait les cours. Selon Vita Caroli, son corps fut embaumé avec une solennité majestueuse, mais les rumeurs parlaient d'une lettre cachée parmi ses possessions, un document que nul n'osa ouvrir. Était-ce une confession ou une menace posthume? Les prêtres, chargés de veiller sur ses restes, murmuraient des prières, leur voix tremblante trahissant une inquiétude secrète. Les chroniqueurs décrivent une atmosphère lourde après sa mort. Le craquement des portes scellées de sa tombe résonnait dans la crypte, tandis que l'odeur de pierres humides et de fleurs fanées emplissait l'espace. Charlemagne avait bâti un empire sur la foi et la force, mais son silence final laissait place à des spéculations infinies. Les vassaux, réunis pour l'enterrement, échangèrent des regards méfiants, sentant une instabilité imminente. Envisionnez-vous parmi ces seigneurs réunis, où chaque chandelle vacillante semblait porter un présage sombre. Des siècles plus tard, une découverte bouleversa cette légende. Une lettre secrète fut découverte après des siècles. En 1860, des archives oubliées révélèrent un parchemin où Charlemagne avouait avoir douté de la légitimité de son couronnement, craignant une manipulation papale. Le craquement du papier jauni résonna dans les salles des musées, tandis que l'odeur de poussière ancienne emplissait l'air. Cette confession, si elle était authentique, transformait l'image d'un empereur invincible en celle d'un homme tourmenté par ses choix. Était-ce la vérité ou une fabrication historique? Cette révélation jeta une nouvelle lumière sur son règne. Charlemagne, figure de puissance, portait en lui une dualité cachée, un conflit entre sa foi et ses ambitions. Le tintement des cloches modernes, célébrant cette trouvaille, contrastait avec le silence de sa tombe. Les historiens s'interrogent encore. Cette lettre était-elle un testament spirituel ou une dernière manœuvre pour influencer l'histoire? Envisionnez-vous dans cette crypte ancienne, où chaque ombre semblait murmurer ses regrets. Chaque pierre portait son poids. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.